on va peut-être continuer à parler un peu de clichés. On va voir. Mais un sujet en tout cas qui va en replonger certains dans l'adolescence. Bon, en tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Alors, on a certes en France un président qui est plus ou moins amateur de boxe. On a cru le comprendre. On a le MMA qui commence à se faire une petite place dans nos divertissements. Là, on va parler de combats, toujours, mais d'autres combats qui sont quand même caractérisés par une mise en scène assez unique. Un genre très particulier, des ambiances aussi assez uniques. On va parler de catch, c'est notre sujet du jour. Le catch qui a eu ses heures de gloire en France, on en a beaucoup parlé notamment au milieu des années 2000, on va y revenir. Mais il revient sur le devant de la scène et on va en parler avec du beau monde, avec moi Philippe Chéreau, bonjour. Bonjour. Donc tu es commentateur de catch, tu commentes le catch, donc les combats de la WWE. Oui, tout à fait. Voilà, et ça fait un petit moment que tu commentes. Depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Donc la fameuse période voilà, tu vas pouvoir nous en parler. Où on était à la mode, eh bien, je l'ai vécu de l'intérieur. J'aime beaucoup parce qu'on se tutoie là. Alors, si ça vous pose problème, vous me le dites. Hein. Mais c'est vrai que c'est une question récurrente parce que les gens avec qui je commente depuis 25 ans, la jeune génération ne comprend pas en fait le tutoiement ou le vouvoiement à l'antenne. Donc voilà, moi je suis de l'ancienne génération, donc le vouvoiement pour ne pas exclure l'auditeur, mais j'adore quand on se tutoie, donc tout va bien. Ouais, on a tendance à tutoyer les invités, avec Ludo on fait un peu ça, mais tu fais comme chez toi. Parfait, vous aussi faites comme chez vous. À côté nous avons Amel, bonjour. Bonjour. Donc tu es catcheuse professionnelle et rien de moins que la première femme française à avoir signé à la WWE. Exactement. Bienvenue. La première et la seule. La première et la seule. Merci beaucoup. Pour l'instant. Voilà. Elle peut revenir. Hein. Tout à fait. Et puis à tes côtés, Sabrine Bonne-Moumen. Bonjour. Bonjour. Sabrine, donc tu es journaliste et aussi catcheuse. Oui, depuis peu de temps. Depuis 2 semaines littéralement. Depuis 2 semaines. Alors, ça fait pas 2 semaines que tu fais du catch? Non, ça va faire 3 ans et demi que je m'entraîne. Voilà. Donc tu vas peut-être nous expliquer effectivement ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Qu'est-ce que ça a changé un petit peu pour toi? On va voir un peu tout ça. Oui. Alors, je suis désolée d'avance pour les questions de noob. Vous inquiétez pas, on connaît ceux qui regardent hein. et même ceux qui critiquent, donc il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que parfois, le chat du talk a effectivement, parfois est hyper pointu sur certains sujets et on se rend compte qu'il y a des gros experts. En l'occurrence, j'ai bossé mon sujet, mais je connais très peu de choses au catch, donc. Ça tombe bien, nous aussi, hein, franchement. Non, justement. Donc, on est déjà, pour ça. je peux comprendre que parfois, c'est un peu fastidieux de répondre à des questions de gens qui connaissent rien. C'est certainement tout le temps les mêmes questions, d'ailleurs. Mais bon, bref, voilà, je voulais juste vous faire rire avec ça. Alors, on reparle du catch là ces derniers jours, notamment parce qu'il y a 15 jours, il y a eu un gros événement qui a eu lieu à Lyon. C'était la soirée Backlash France, un événement WWE, donc la WWE qui est en gros, vous m'arrêtez si je me trompe, la plus grosse fédération américaine. Tout à fait. Dire ça. Mondiale. Oui, mondiale. Mais voilà, qui était une fédération. Voilà. Qui s'est rebaptisé il y a ça quelques années à cause du F qui appartenait à une autre fédération qui défend des animaux. Et en effet, World Wrestling Entertainment, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est du divertissement, une fédération de divertissement mondial. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer ce qui s'est passé? C'était début mai, c'était 3 et 4 mai. 3 et 4, voilà, j'ai hésité entre 4 et 5. C'était à Lyon, il y avait plus de 11 000 spectateurs. Qu'est-ce que c'était cet événement? Et est-ce qu'on peut dire que c'était historique? On peut faire quelque chose, c'est que je commence, tu continues, tu finis. Avec plaisir. On se fait un petit jeu comme ça. Donc, go. pour la première fois de l'histoire, la WWE a décidé de faire des shows en France, mais télévisés, parce qu'il y a déjà eu depuis 17 ans des choses qu'on appelle des live events, qui ne sont pas télévisés, donc les superstars viennent. Et là, nous avons eu le droit à un SmackDown, qui était un show qui est diffusé depuis une quinzaine d'années de manière hebdomadaire, et un PLE, un Premium Live Event. Vous avez vu mon accent, c'est génial. Magnifique. Alors les gens qui sont de la génération que vous avez connue disaient un pay-per-view à l'époque. Bon, à l'époque, on comprenait facilement. Payer pour voir, comme pour HBO, des gens qui suivent la boxe. Donc là, c'est un PLE et c'était aussi une grande première puisque c'était la première fois qu'un show télévisé diffusé de manière mensuelle était diffusé en France pour près de 180 pays sur le network qui est la plateforme de la WWE. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires. Comme il vient de le dire, c'était exceptionnel puisque c'était la première fois de l'histoire qui venait en France et on a eu un accueil de la foule qui dépassait toutes les attentes. Ils ont répondu présent tout le long des shows et ça a créé un engouement autour de la France et autour de
la crowd, des gens qui étaient là et c'était vraiment cool. Sabrine? Et moi, de mon point de vue aussi, malheureusement, j'ai pas pu y être. D'ailleurs, j'étais un peu triste, mais voilà, c'était vraiment un moment historique parce que, en tant que fan de catch, depuis la génération du coup Catch Attack 2007, etc., on se serait jamais attendu à avoir un PLE en France. Et puis surtout, on avait cette vision aussi de se dire oui, le catch, ça tombe un peu aux oubliettes en France, ou du moins on se serait dit oui, il n'y aurait pas un tel engouement pour pouvoir avoir un PLE, et de voir que ça a eu lieu et qu'en plus il y a eu un tel engouement de la foule que la WWE avait l'air hyper impressionnée de voir comment les gens étaient investis. Même eux s'y attendaient pas, entre guillemets. Même eux s'y attendaient pas, donc en fait c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça après tant d'années, donc oui, c'était historique, c'est sûr. Alors, on va revenir un petit peu sur effectivement l'engouement autour du catch en France, mais sur la pratique elle-même, est-ce que chacun, vous pouvez me raconter comment vous avez découvert le catch? La toute première fois. En Eurojeune. Comme vous voulez, allez-y, je vous en prie. Alors, je commence. Moi, c'était à travers les jeux vidéo. C'est assez marrant comme histoire. En fait, moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo de combat avec mon cousin, donc ça devait être vers 2006 par là. Et on jouait à Mortal Kombat, tout ça. Et puis un jour, il me fait découvrir SmackDown versus Raw. Donc je joue avec lui en me disant c'est un jeu de combat comme d'habitude. Et puis là, il me dit non, mais tu sais, c'est des vrais gens et ce soir, ça passe à la télé. Et donc moi, je me dis quoi? Et donc je regarde avec lui à la télé. Donc je me rends compte que les personnes avec qui je jouais aux jeux vidéo existent vraiment. Et là, je vois Mickie James à la télé et je me dis waouh, c'est pas un personnage de jeu vidéo, c'est une vraie personne. Et en fait, il y avait vraiment l'effet un peu super-héros qui m'a marqué, moi, étant plus jeune. Et puis surtout, moi qui jouais qu'avec des catcheuses, du coup, voir des femmes sur un ring se battre de cette manière, etc., ça m'a vraiment frappée en tant que petite fille. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué de regarder du catch. Mon cousin, il a totalement abandonné. Et puis moi, je suis restée jusqu'à aujourd'hui. J'ai 26 ans, j'ai découvert, j'en avais 8, je pense. Donc voilà. Juste pour préciser, SmackDown versus Raw, c'était le jeu, mais c'était le jeu des émissions télé. Donc Raw, R-A-W, c'est l'une des plus vieilles émissions hebdomadaires aux États-Unis, je crois dans le top 5 avec Les Feux de l'amour, parce que c'est 52 semaines, forcément. Ouais. Et ça s'écrit R-A-W, ça veut dire brut en fait, ou cru. Et SmackDown, c'est l'autre show qui est diffusé en fin de semaine, dont le nom est issu d'une réplique de Dwayne Johnson, que l'on connaît sous le nom du Rock. Voilà, et donc il y a 2 shows hebdomadaires, Raw, SmackDown, et il y a des superstars qui sont et dans l'un et dans l'autre, qui parfois changent, voilà, mais en gros c'est 2 rosters, 2 équipes différentes, et elle va pouvoir vous le dire, Amal, puisqu'elle a fait partie de ces gens-là. Exactement, donc moi j'ai découvert le catch quand j'étais plus jeune. Mon père était fan de catch et du coup je fais partie de la génération NT1 qui a écouté Philippe et Christophe à la télévision, et mon père regardait ça et ça devenait... ça m'a intéressée. À travers ses yeux, je voyais quelque chose et je me suis intéressée et ça devenait comme un rituel. On se retrouvait ensemble, on regardait le catch jusqu'au jour où je me suis dit moi aussi j'aimerais essayer et voir ce que ça donne, aller voir l'envers du décor. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans le catch et j'ai plus quitté ça depuis. Attraper le virus. C'est ça. Bon, quel âge ils ont vos auditeurs? Parce que là, moi, je pas... C'est une bonne question. Je pense que c'est assez. Le chat. Si vous pouvez mettre vos âges vite fait. Ouais, la moyenne d'âge. Alors effectivement, il y a aussi des gens qui ne connaissent rien au catch. Ça vaut le coup de décrypter parfois. En effet, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, donc ils s'expliquent entre eux un peu les choses. On a une communauté qui est hyper bienveillante et qui accueille vraiment avec plaisir. Parce que parfois, les communautés aiment bien, vous savez, rester un petit peu entre elles. Elles n'aiment pas trop recevoir d'autres personnes pour rester un petit peu, on va dire, select. Mais les nôtres, ils sont adorables. Franchement, ça fait 25 ans qu'on a une communauté. Je pense que... moi, je l'ai beaucoup senti quand j'étais sous contrat avec la WWE. À chaque fois que je passais à la télé, il y avait des centaines de tweets. J'étais en TT France. Et même eux, ils me disaient c'est incroyable cet engouement. T'es très heureux de vous voir aussi. Ouais, c'est ça. Tout le monde vous a reconnu. Mettez des drapeaux, l'équipe. Bon, et moi, juste pour finir, en 2 mots. Oui, racontez-nous. J'ai découvert le catch grâce à mon père dans les galas de catch qu'on appelait. Moi, je suis originaire de Dreux, donc à Salle des Sports de Dreux. Mon père était un ancien boxeur, donc il m'emmenait là-bas. Et moi, j'étais gamin et je garde comme souvenir, en effet, la fois où il m'a emmené. J'ai toujours un méchant, un gentil, forcément. On va parler de ça, ouais. Et les méchants, ça arrive, et mon père, il s'énerve, ouais, méchant, tout ça.
et le méchant l'insulte en lui disant « je vais te casser la nuque !» et moi j'étais tout petit, j'avais peur que mon père se fasse casser la figure, même s'il était catcheur, parce que c'était bien vendu, comme on dit dans le métier. Bien sûr, bien sûr. Et je garde ça comme souvenir, et c'est comme ça que j'ai découvert le catch, et puis la télé aussi, avec l'Affreux de la Porte, L'Ange Blanc, Ben Chemoul, en noir et blanc à l'époque, commenté par Michel Drucker, Roger Coudert sur TF1 en deuxième partie de soirée. Voilà, ça c'est le siècle dernier. On n'était pas dans le kayfabe, on pensait vraiment que tout était vrai quand on a commencé à regarder. Alors kayfabe, il faut traduire. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens... c'est en effet les scénarios, en fait, Alors, les histoires. C'est un sport, parce qu'effectivement, il y a eu la question, c'est un sport qui est scénarisé, c'est une des particularités du catch. Alors du coup, on nous a demandé dans le chat, ça veut dire qu'on sait d'avance qui va gagner? Alors, pas tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu ça? Vas-y, Emma. Vas-y. Non, bon. En fait, pas tout le monde. Vince McMahon, qui était l'ancien président de la WWE, qui l'a fait grossir pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, l'a déclaré dans les années 80 en disant c'est scénarisé. Parce que juste avant, c'était toujours la même question, c'est du chiquet, on connaissait ça par cœur. Même encore aujourd'hui, les mauvais journalistes qui nous interrogent, c'est la première question des mauvais journalistes. Donc merci, je vous mets dans la bonne, je vous mets dans la bonne catégorie. On bonne soirée, Non, mais je vous ai envoyé mail, hein, vous aurez fait un coup de la corde à linge, oui, on se tutoie, c'est vrai. Et donc c'est officiel, c'est scénarisé depuis les années 80, voilà, tout le monde le sait. Après, en fait, le gagnant est connu à l'avance, mais parfois uniquement des gagnants. Enfin, uniquement des personnages, enfin des superstars, des protagonistes, qui sont sur le ring. Et il y a très peu de personnes qui le savent. Il y a ceux qui combattent, l'arbitre, et même des fois, il le sait que très tard, on lui dit dans l'oreillette. D'accord. Et il y a surtout le producteur, celui qui a le metteur en scène, voilà, pour généraliser, pour qu'on comprenne bien, parce que en fait, c'est du théâtre athlétique, c'est rien d'autre que ça. Donc, il faut un metteur en scène, il faut des acteurs. Donc voilà, c'est le metteur en scène qui décide. Après, pourquoi, comment, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, c'est un sport spectacle scénarisé. Le but, c'est de transmettre des émotions. C'est pas de savoir qui va gagner, qui va perdre. On est là pour raconter une histoire. C'est comme si on suivait une série télé. On s'accroche à des personnages pour telle ou telle raison, des bonnes raisons que nous donnent les bons scénaristes. Et voilà, on transmet des émotions, on fait passer des messages. Et voilà, au final, le résultat importe peu. Oui, c'est ça en fait. Je voulais rajouter aussi que en fait, le catch, ça reste un sport. C'est-à-dire que même si... ça allait être ma question justement. Ouais. Même si c'est scénarisé, en fait, il y a quand même une partie sportive. Donc en fait, il y a beaucoup de parties qui sont improvisées par les catcheurs. Ça arrive parfois d'avoir des matchs totalement improvisés dans certains cas. Donc c'est vraiment des années d'entraînement pour pouvoir arriver, monter sur un ring et pouvoir faire un match de catch. Donc oui, il y a une partie scénarisée, effectivement. Mais il y a quand même une grande part sportive qui fait que on peut avoir de l'improvisation, être catcheur, c'est un métier, c'est quelque chose qui s'apprend et donc c'est véritablement un sport quand même, parce que c'est des performances sportives, athlétiques qui méritent des entraînements, quoi. Le terme exact, c'est sport entertainment, autrement dit divertissement sportif. Je crois que ça résume très bien et non pas sport-spectacle, parce que sport-spectacle, on parle d'autres sports comme de sport-spectacle. Oui, mais ça reste un super spectacle. Ah, mais non, c'est pas du tout, c'est pas une insulte de sport-spectacle. Performance. Il y a un côté artistique. Du coup, c'est des vrais athlètes, il y a des années d'entraînement derrière, il y a des risques de blessures. Ça fait mal aussi parce que souvent on se demande si ça fait mal, on pense que tout est faux, mais scénariser ne veut pas dire facile, on ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Si je dis je vais te mettre tel coup, je vais te mettre une claque, je vais t'assommer, je vais te jeter par terre, tout va faire mal, mais la personne... Les coups sont portés, des gens qui sont pas portés. Les chutes, bien sûr, il y en a certains qui sont, ils sont exceptionnels. Emelle, elle est exceptionnelle quand elle combat les superstars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils peuvent vous me donner un coup de pied, s'arrêter à 1 millimètre. Bon, des fois ça tape. Bah oui, des fois mauvaise coordination dans la chorégraphie. Et puis ça tape de plus en plus, même à la WWE. Et même maintenant, ça tape vraiment. Donc ils prennent vraiment les coups. Mais il y a eu une évolution là-dessus justement. Avant, on était un peu bien plus. Sûr. Ils prennent de plus en plus de risques. Et aux grandes dames des anciens qui se disent les jeunes, ils sont fous, quoi. C'est surtout le catch japonais qui a eu une influence sur ça, parce qu'au Japon, le catch est beaucoup plus brut et donc les coups sont vraiment portés parfois un peu violemment. Et en fait, comme il y a beaucoup de catcheurs qui ont voyagé au Japon, comme le catch japonais prend de plus en plus d'ampleur et puis circule aussi, puisque le catch devient international, en fait, les styles de catch s'imbriquent entre eux un petit peu. Et donc là, on voit un peu plus de japonais sur le circuit où ça frappe un peu plus. Donc voilà, après le but, c'est vraiment
même si on frappe, le but n'est jamais de blesser l'adversaire. Alors oui, ça fait mal, mais le but c'est vraiment toujours de faire attention pour qu'on puisse catcher plus tard, déjà finir le match et puis même recommencer la semaine d'après. Et même quand ils sont blessés, ils finissent le match. Hein. Ouais. Ah, c'est ça qui est incroyable. Tu as dit un truc qui est hyper important, je me permets. Je t'en prie. Tu as dit, ouais, mais le spectacle, c'est pas péjoratif. En fait, pour moi, spectacle, c'est pas péjoratif. Comme populaire, c'est pas péjoratif. Mais dans la bouche de beaucoup de gens, allez, on va pas lancer un débat politique, parce qu'on a déjà eu juste avant, mais populaire, c'est pas un gros mot. Il n'y a pas que l'entre-soi parisien, il y a aussi le peuple français qui aime se divertir. Et il y a une phrase qui est hyper importante qu'on ne le réserve pas que pour le catch d'ailleurs américain ou le catch en général, mais c'est vrai que c'est une catch-phrase, c'est-à-dire c'est un gimmick qui est bien connu à la WWE, c'est « put a smile on your face », mettre un sourire sur vos visages. Et c'est exactement ce que tout le monde essaye de faire, de ceux qui écrivent les matchs, ceux qui les commentent et surtout ceux qui les font, quoi. Alors, on a une question, justement. Existe-t-il dans le catch des métiers de chorégraphe ou de metteur en scène qui s'occupent de l'arc narratif ? Il y a des gens dont c'est le métier dans le monde du catch. Surtout la WWE, parce que généralement, dans le catch indépendant, c'est souvent des catcheurs qui travaillent entre eux pour organiser des shows. Il y a ce qu'on appelle des promoteurs qui vont organiser tout un show, le financer la plupart du temps. Et puis derrière, c'est souvent des gens qui font partie du milieu, qui sont montés sur le ring ou qui montent sur le ring, qui organisent tout ça dans le catch indépendant. Après, c'est plus dans les grosses entreprises comme la WWE ou d'autres grosses entreprises. Il y a la EW aussi, il y en a d'autres qui, du coup, vont avoir des scénaristes, par exemple. Mais la plupart des scénaristes sont des anciens catcheurs et connaissent, voilà. Oui, c'est pas des gens qui arrivent dans le catch juste pour faire ça, entre guillemets. C'est comme pour les entraîneurs de foot, c'est exactement pareil. Effectivement, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le rapprochement, il est similaire. On peut avoir été un super joueur et devenir un très mauvais entraîneur, et inversement, avoir été un joueur moyen, mais avoir des qualités d'entraîneur, de leader, des qualités managériales qui sont hors du commun. Après, à la WWE, ils embauchent aussi des scénaristes qui sont pas du monde du catch, qui viennent surtout des soap operas, par exemple, des telenovelas, tout ça, parce que justement, il y a une volonté d'avoir un spectacle qui est grand public et qui touche un maximum de personnes. Donc, en fait, ils essaient aussi de mélanger un peu les styles pour faire un spectacle unique. Très, très intéressant ce qu'elle dit, parce que du coup, on devine qu'il y a une partie athlétique, où là, ce sont des anciens catcheurs, et il y a la partie promo, ce qu'on appelle en effet les histoires. Parce que c'est aussi important de développer les histoires que d'après de les transmettre sur le côté athlétique. C'est du théâtre athlétique, c'est du soap opéra athlétique. Ils disent une raison aux catcheurs de se battre sur le ring avec toutes les histoires autour. C'est pas juste deux personnes vous allez sur le ring. Tu crées un peu des dramas entre guillemets. C'est super simple. Et c'est sur les bases, c'est de la commedia dell'arte, donc c'est très facile à comprendre pour tout le monde. Un bon catcheur qui a un bon personnage, au bout de 5 secondes, quand il arrive, tu sais si c'est le gentil ou le méchant, déjà à part son attitude, sa façon de s'habiller, puis la musique, puis la façon de regarder. Voilà. Et puis si le public réagit, alors là, c'est encore mieux. Et du coup, justement, sur les personnages, c'est un personnage que vous créez? Est-ce que c'est une extension de vous-même? Parce que voilà, il y a ce côté effectivement athlétique, c'est vraiment vous sur le ring. Est-ce que, après peut-être que ça dépend aussi des athlètes. Il y en a qui créent un personnage qui est peut-être différent de leur personnalité civile entre guillemets. C'est comment on le sent. On peut avoir une extension de sa propre personnalité. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Je trouve ça plus facile de m'imprégner des choses et de... c'est moi quand même, c'est mes valeurs à moi, j'essaie d'exprimer ça de manière exponentielle, mais ça reste quand même moi. Mais chacun voit les choses différemment et est plus à l'aise avec d'autres choses. Par exemple, il y en aura qui seront plus à l'aise de complètement se différencier d'eux-mêmes et créer quelque chose de nouveau, quoi, avec un nouveau nom, un autre nom, etc. Moi, j'ai gardé mon prénom parce qu'il signifie espoir. Et pour moi, ça avait du sens avec toute mon histoire, comment j'en étais arrivée dans le catch et voilà, grâce à l'espoir. Donc, il faut que ça parle vraiment aux personnes. Sabrine, je sais pas, toi, quelle vision tu as là-dessus? Il y a aussi, souvent, on recommande de prendre une partie de notre personnalité et de l'accentuer fois 100. Je sais pas, moi, par exemple, quelqu'un qui est flemmard, on va lui demander accentue ça fois 100 et essaye de montrer ça sur un ring. Oui, souvent, il y en a qui sont l'opposé d'eux-mêmes, parce que c'est aussi plus simple de jouer un personnage sur le ring. Et puis, il y a des extensions de soi-même. En fait, tout dépend des personnes et de comment ils veulent interpréter ça. On n'est pas obligé d'avoir des personnages grandiloquents pour monter sur un ring. C'est vrai qu'il y a une époque où il y avait des personnages un peu plus marqués parce que
une époque où le public était différent. Aujourd'hui, c'est moins comment dire, pas important, mais c'est moins accentué. Mais c'est toujours là, quoi. C'est-à-dire qu'on doit toujours quand même trouver quelque chose et l'accentuer sur le ring et pour parler aux autres et pour que les gens s'identifient. La WWE a toujours été dans son temps. Elle a su évoluer et faire évoluer ses personnages. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est aussi puissante et que les gens s'identifient parfois aux personnages, d'où l'idée en effet pour quelqu'un soit de vouloir faire une référence à un personnage dont il s'est inspiré ou dont il était fan quand il était petit, ou alors les plus malins se disent on va essayer de trouver un personnage qui n'a jamais existé. Et là c'est du business, là on n'est plus dans en effet l'extension de soi, et après trouver le personnage, trouver la musique, c'est important, trouver la tenue, très important. Et puis vous savez que dans une carrière, vous pouvez changer de personnage, vous pouvez changer de nom. Et puis surtout, là le plus important, on en vient au yin-yang et le bien et le mal, devenir méchant alors qu'on est gentil. Et inversement, devenir gentil alors qu'on était méchant. Alors, dans tout ce que j'ai pu lire, écouter, tout ça pour préparer l'émission, j'ai entendu Marc Mercier, qui est donc un personnage important du catch en France. Oui. Bon, ok, ça n'a pas l'air d'être... non, on connaît, vous inquiétez pas. Qui disait que le catch, c'est une caricature de la société. Alors oui et non. Dans la série Glow, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série sur le catch féminin qui est sur Netflix. Il y a le promoteur qui dit... qui donne un personnage à une fille qui est... j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois qu'elle est d'origine indienne. Et il lui dit de jouer une arabe terroriste. Et elle lui dit, mais moi, je suis pas arabe. Et il lui dit, mais t'inquiète, le catch, c'est des stéréotypes. Et en fait, oui, à une époque, ça l'était. Les stéréotypes dans le catch étaient très, très prégnants, c'est vrai. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, mais quand même. Il y a quand même un truc où il faut... Comme c'est de la commedia dell'arte, il y a quand même un truc où on veut tout accentuer, tout augmenter pour que ça parle à un maximum de monde. Donc effectivement, des fois, on est obligé de jouer un peu sur des clichés ou de jouer sur des trucs qui sont... commun dans l'esprit de tout le monde, mais parce que ça reste un sport populaire qui doit toucher un maximum de monde, donc pas élitiste. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins dans des stéréotypes aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus dans le patriotisme qu'il pouvait avoir à l'époque, quand on avait Hulk Hogan contre Iron Sheik. Voilà, c'était... On l'a eu, alors, très très bon exemple. Dans les années, justement, ces années-là où il y avait la guerre en Irak, vous savez que notre président de l'époque, Jacques Chirac, avait dit non à la guerre. C'était le seul, d'ailleurs, à s'affirmer là-dessus. Alors, d'ailleurs, pourquoi on disait tout à l'heure, la WWE est très, avec son époque, elle s'inspire de tout, des sentiments humains, évidemment les plus classiques de la commedia dell'arte, la jalousie, l'envie, voilà, mais la politique. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait des personnages, on s'en rappelle, donc les méchants musulmans d'origine arabe, et même nous, les Français, on avait une équipe qui s'appelait la Résistance, on était les méchants aussi, parce que nous, on était contre la guerre. Et puis les Américains, avec leur drapeau, c'était qui à l'époque? C'était Sergent Slaughter. Voilà, donc bon, et d'où avec Christophe Ajus, qui est mon compère de commentaire depuis 25 ans. On était obligés, parce que nous, on est les voix françaises, donc on est là pour traduire, pour expliquer, puis pour relever le trait, pour grossir, pour commenter. Et là, on disait, on l'a joué franc jeu, on dit, écoutez, voilà, en effet, c'était hyper gênant pour nous. Et on disait, non, c'est en effet une histoire très américaine. On vous rappelle que nous, en France, on pense pas comme ça. Voilà, c'est une histoire américaine. On est obligé de traduire parce que c'était violent, même au niveau à l'époque, les promos, ce qu'on appelle les promos, quand on parle avant pour un peu pour développer l'histoire ou pour chauffer l'adversaire, c'était hyper violent, quoi. Et donc on est obligé de traduire. Donc voilà, ça c'est pour la première chose. Et pour revenir sur ce que disait Marc Mercier, je pense qu'il a dû lire comme tout le monde Roland Barthes, c'est un peu mieux quand même pour ceux qui connaissent, mythologie. Roland Barthes s'est intéressé au catch dans ses différents essais parce que évidemment souvent c'est pas vraiment un sport, c'est grossier, voilà. Et il expliquait, alors j'ai retenu que cette phrase et je la lis parce que je l'ai pas en tête forcément. La vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. Voilà. Et après il développe plein de choses et j'invite les gens qui connaissent un peu Roland Barthes de lire mythologie et en effet c'est très intéressant. C'est pas d'aujourd'hui mais c'est très 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 actuel. Sur cette réflexion de... Moi, si je peux donner d'autres lectures aussi, je vous invite à lire le livre de Christophe Lamoureux, qui est un sociologue nantais, qui s'appelle « Ce monde où l'on catch ».
et qui est aussi très bien parce qu'il a fait une enquête où il est allé parler à des catcheurs français qui faisaient la route en France, etc., et qui a étudié vraiment la sociologie des catcheurs et du coup pourquoi c'était un sport populaire, etc. Et c'est vrai que c'est une lecture aussi pas mal pour comprendre d'où viennent les personnages, comment ils sont choisis, donc dans la continuité de ce qu'a dit Philippe. Si on revient un peu sur justement la popularité, etc., du catch, en France, c'est un peu cyclique. Il y a eu des... Comme toutes les modes. Comme toutes les modes, mais aux États-Unis, c'est différent. Pourquoi justement, alors, est-ce qu'on n'a pas réussi en France à créer quelque chose? Est-ce que c'est pas que ça marche pas en France, c'est que ça marche aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais ça marche en France. Ça marche. Mais le souci, alors je vais être hyper honnête, c'est qu'il y a parfois des personnes qui ne veulent pas assumer les programmes, y compris ceux qui diffusent. Assumer. Assumer, ok. Voilà, ouais. Quand ça marchait très bien sur NT1, ouais. Ça marchait du feu de Dieu. Il y a un nouveau directeur des programmes qui est arrivé, et pour lui, non, c'est pas bien le catch, c'est trop populaire, c'est beauf. Donc du jour au lendemain, bim. Et puis on veut maintenant s'intéresser à ménagères, 50 ans, donc ça correspond pas. On arrête. Bon, ça faisait des super audiences. On était dans le top 3 des audiences de la TNT en concurrence avec les Simpsons et autres. Donc voilà, il suffit de la décision d'une personne. Toi qui fais de la radio depuis des années, moi je connais bien cette maison. Avant de plaire aux auditeurs, il faut plaire à son patron. Sinon, on n'a pas de chance d'être à l'antenne et de plaire aux auditeurs. Donc il y a ça, il y a un petit peu ce côté parisianiste parfois qui peut porter préjudice. Mais au-delà de ça, il y a des galas de catch, elles peuvent le dire les filles. Oui, c'est ça. Toutes les semaines, il y a des galas de catch partout en France, et pas qu'un seul. Ah non, mais il y a des tas de structures qui existent partout. L'audience qu'on a, nous, sur les chaînes thématiques que je représente du groupe Media One, AB1 et AB Explore, je peux vous dire que ça marche super bien. Ils sont très contents. Et mes patrons adorent. Donc voilà, tout va bien. Et puis surtout, on a une audience depuis 25 ans qui est intergénérationnelle. Et voilà. Alors moi, quand j'en croise aujourd'hui, ils ont 30 ans. Ah, je te regardais quand j'étais petit, là, comme elle, là, tout à l'heure. Quand j'étais petite, bim, je me prends un premier coup de vieux sur la tronche. Derrière, il me dit, maintenant, je regarde avec mon fils de 3 ans. Bim, deuxième coup de vieux. Et mon grand-père, il regarde encore. Et là, moi, je fais, quoi. Donc, non, c'est intergénérationnel. Et c'est ça la force du catch. C'est que c'est tellement simple à suivre que le grand-père fait connaître ça à son petit-fils. Le fils, du coup, se remet dedans. Et c'est rare d'avoir des générations qui se retrouvent autour d'une même chose. Très rare. Alors après, il y a l'éducation qui fait aussi. Les familles qui aiment la lecture vont se retrouver autour de la lecture. Oui. Bon, voilà. Mais un truc aussi simple à suivre, très populaire, comme ça, c'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde n'aime pas le foot. C'est sûr. Voilà, je dis ça, mais il y a d'autres sports. Oui, puis surtout, il y a du catch partout, en fait. C'est que moi, par exemple, j'ai travaillé au Mexique pendant longtemps. Et là-bas, le catch, c'est une institution. Et ce qui est ironique, c'est que les Mexicains ont découvert le catch grâce au catch français qu'ils ont importé dans leur pays. Donc, l'époque où le catch français, c'était l'âge d'or du catch français et tout le monde regardait du catch français, voilà, le Mexique l'a repris, il l'a jamais lâché. Donc, aujourd'hui, c'est une institution populaire. Ça fait limite partie du patrimoine culturel mexicain. Au Japon, pareil, c'est très populaire dans ce pays-là. Oui. Il y a un moment où en Angleterre, ça avait explosé. Le catch indépendant en Angleterre était très populaire. Il y avait des shows tout le temps avec des grosses stars qui se sont créées. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a du catch partout. Mais après, c'est la WWE qui a un peu ce monopole, on va dire, culturel. C'est une entreprise américaine. Donc, du coup, elle est majoritairement présente aux États-Unis. Et comme elle a aussi un monopole audiovisuel, médiatique, c'est celle sur laquelle on se base le plus. Alors qu'au final, il y a vraiment du catch partout. Il y a du catch au Moyen-Orient, il y a du catch en Afrique. Là, en Ouganda, il y a un orphelinat qui a ouvert une promotion de catch pour faire catcher les jeunes qui étaient là-bas parce qu'ils étaient fans de catch et ils voulaient faire du catch. Et voilà. Donc, il y a ça partout. L'origine du catch est française. Oui. Oui. Cocorico, c'est bien d'être chauvin un peu. Ouais. C'était les monstres de foire. Voilà, dans les cirques. Ouais. Dans les cirques, viens combattre contre mon champion. Alors il y avait le baron comme pour la magie pour ceux qui connaissent un peu les termes. Le gars, le complice, le baron le complice. Qui en effet disait je vais le battre, et du coup il battait, après tout le monde je paye 5 euros, enfin à l'époque c'était pas des euros, mais et en effet c'était ça, et ça marchait comme ça. Non mais c'est français, donc voilà, c'est pour ça que et après la guerre aussi ça marchait beaucoup, ça a bien marché parce après que la guerre, et il y avait notamment ces matchs avec les méchants allemands et Ben Shemoul qui était le héros juif, on en parlait tout à l'heure juste avant, et en effet
ceux qui jouaient des personnages, alors je me rappelle plus malheureusement, pourtant il est hyper connu, qui jouait le méchant allemand, il était obligé de partir en courant parce que les gens se faisaient lyncher. Ah oui, non, mais il y avait une authentification, puis les gens se... Enfin, voilà, c'était un tableau finalement. Comme le dit Roland Barthes, c'est les jeux du cirque, sauf qu'à l'époque on disait tue-le, il le tuait vraiment, sauf que maintenant quand on le dit c'est juste pour le verbe, parce que on sait très bien que tout va bien se finir, quoi. C'est comme au théâtre, à la fin d'une pièce de Shakespeare, on se relève et puis il n'est pas mort, quoi. Ouais. Oui, en vrai ça va. Peut-être je me tourne plus vers toi, Amel. Comment on vit du catch et est-ce qu'on vit bien du catch en tant qu'athlète quand on survit du catch. On survit du catch, mais c'est déjà un élément de réponse. C'est un business très très compliqué. Quand on est en indépendant, c'est quasiment impossible de vivre de ça. Ok. Le seul moyen vraiment de vivre de ça, c'est d'être signé dans une grosse promotion comme entreprise comme la WWE. Et là, on peut aller jusque de très 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 beaux salaires. Dépendant de qui on est, de notre place sur la carte, de ce qu'on apporte en entreprise au final. Mais c'est vrai qu'en indépendant, c'est plus du défraiement qu'on va nous apporter. Nous, les gens ils vont catcher plus pour de la visibilité, ils vont essayer d'aller sur des shows pour avoir d'autres matchs et des choses comme ça. Donc c'est très très compliqué d'en vivre. Et est-ce que du coup, alors pareil, peut-être que j'ai rien compris comment ça marche, mais vu que tout est basé sur le scénario et qu'il y a un choix de qui va gagner, etc., est-ce que quand on arrive justement, on signe, mettons à la WWE, il faut se faire une place, là où il y a déjà un certain nombre de stars. Comment on arrive à faire son trou? Est-ce que ça aussi, on nous laisse une place ou est-ce qu'il y a un effort à faire? Comment ça fonctionne? Non, il faut se faire sa place, c'est un monde de requins. La WWE, tout catcheur rêve d'aller là-bas, donc il va falloir se battre. Quand on arrive à la WWE, c'est le début. Quand on cravachait avant en indépendant, on se disait dès que j'arrive, je signe là-bas, c'est bon, ça va être... Non, dès qu'on arrive, c'est le commencement du dur, on va taper dans le dur là. Tout le monde veut notre place. Les entraînements sont hyper durs. On fait des entraînements sur le ring, des entraînements de théâtre. On a des interviews, du média training. C'est vraiment très très diversifié, des analyses de matchs. Donc c'est vraiment super difficile et tout le monde veut le faire. Donc non, c'est pas. Il faut vraiment se battre pour sa place. À l'époque de la WWE, ils peuvent se tromper sur un personnage, signer quelqu'un et puis se dire. Oh, le gars, il est mauvais, ça réagit pas. Parce que c'est en fait le public. Hein. C'est le public qui fait tout. Si le public réagit, si par exemple ML, elle débarque et qu'ils sont comme des fous comme à Lyon, je peux vous dire que derrière les officiels, ils peuvent rien faire. Hein. C'est le public qui décide. Hein. C'est comme les entrées dans une salle de théâtre où c'est le public qui décide. Et c'est pour ça. Et le public, surtout, dans le catch, il fait partie du show. Ça, faut pas l'oublier. D'où le succès qu'on a eu à Lyon. Oui, d'où l'importance de voir autant de monde dans une salle. Stone Cold Steve Austin, qui est le plus rentable, la superstar la plus rentable de l'histoire de la WWE, même devant Dwayne Johnson, Hulk Hogan, enfin tous ceux qu'on connaît, qui ont fait du cinéma. Il a été signé, ça marchait pas. Et puis un jour, il s'est rasé la tête. Il a changé son costume. Il a une attitude un petit peu badass. Et le public a réagi comme jamais. Il a fait un t-shirt tout bête qui est le plus vendu de l'histoire et encore jusqu'à aujourd'hui il est encore vendu et voilà et parce que le public en fait a réagi, s'est identifié à lui, c'était une époque, c'était une attitude et derrière ça a suivi, il est devenu millionnaire. Là on parle en millions, les contrats c'est en dizaines de millions là. Donc mine de rien, malgré tous les efforts, tous les entraînements que vous pouvez faire, il y a un moment où vous vous soumettez au public et puis s'il réagit tant mieux et voilà. C'est toujours entre les mains de quelqu'un au final, parce que déjà les matchs ils sont définis à l'avance, qui on va catcher. Ça joue beaucoup aussi dans la qualité du match. Votre adversaire, ils vont déterminer toutes les stories. S'ils veulent vous mettre en avant, c'est eux qui vont le décider. Donc c'est un business assez compliqué dans ce sens-là quand on est catcheur, quoi. De voir tout. On s'entraîne, on fait ce qu'il faut, nos tenues, le physique, tout ça, les promos, et derrière, c'est quelqu'un qui va décider si on va pouvoir performer, en fait. Pas maître de tout. Ouais. Sabrine, est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours? Parce que donc tu as eu une évolution dans ta carrière de catcheuse, là, très récente. Oui. Moi, du coup... À la base, j'étais pas du tout une fille sportive. Hein. Moi, je fuyais les cours de PS quand j'étais petite. Et en fait, comme j'étais pas du tout sportive,
le rêve d'être catcheuse, c'était un peu un rêve dans ma tête, mais c'était pas quelque chose que j'envisageais, déjà par mes propres capacités. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui me permettra d'évoluer dans le monde du catch. Donc j'ai décidé de devenir journaliste, donc j'ai fait une formation en journalisme, etc. Et j'avais fait un échange universitaire au Mexique, du coup, parce que je voulais couvrir du catch. Et en fait, je me suis retrouvée là-bas. J'ai fini par travailler dans une radio mexicaine qui s'appelle Canal 58, dans une émission de catch qui s'appelle Super Libre, où du coup, j'ai pu interviewer des catcheurs, faire des photos, des vidéos, des interviews. Donc voilà, j'étais vraiment dans mon élément. Et en fait, comme je faisais ça et je travaillais près de l'arène, je me disais pourquoi pas essayer de m'entraîner. Donc je me suis entraînée dans l'école du CMLL, du coup, qui est la plus grosse entreprise de catch au Mexique, avec un des professeurs les plus âgés du Mexique qui s'appelle Daniel Lopez El Satanico. Et en fait, je suis allée là-bas et je suis allée voir El Satanico en lui disant moi je suis nulle, je sais rien faire. Et il m'a regardé, il m'a dit mais t'inquiète, je vais faire de toi une catcheuse. Et donc j'ai mis, je pense, 5 mois à apprendre à faire une roulade propre. Donc c'est dire que je reviens de vraiment très très loin. C'était vrai que le physique, c'était pas mon fort. Mais après, j'ai essayé de travailler sur ce qui pouvait être mon fort, donc c'est-à-dire ma personnalité, le fait que je sache parler à une foule, le fait que voilà, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous faire évoluer en tant que catcheur. Et donc pendant 3 ans, je me suis entraînée. Là après, je suis venue sur Paris pour faire mon master. Pareil, j'ai pris une école de catch à côté pour m'entraîner. Et voilà. Et en fait, au bout de 3 ans d'entraînement, il y a un moment où on se voit évoluer. Moi, je l'ai vu et j'étais assez surprise d'ailleurs de voir que j'étais capable de faire des choses que je n'envisageais pas possibles avant. Et puis, un jour, on a l'opportunité qui vient à nous. Moi, là, je suis partie m'entraîner dans un séminaire en Irlande, donc à la OTT, Over the Top Wrestling, qui est du coup la plus grosse promotion en Irlande. Et voilà, ils ont vu quelque chose en moi. Ils m'ont dit, on te met sur le ring. Voilà. Et c'était assez surprenant. Je ne m'y attendais vraiment pas, pour le coup. Et puis, c'est une entreprise de catch qui a une renommée en Europe, même mondiale. Donc, me faire repérer là-bas, c'était assez émouvant pour moi. Mais voilà, du coup, ça lance quelque chose après et on se lance dedans. Mais c'est vrai que ça a toujours été un petit rêve dans un coin de ma tête que j'envisageais pas forcément possible. Et puis en fait, avec du travail et avec de la passion et de la détermination, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est très très dur. Moi, j'ai jamais pensé que le catch c'était quelque chose de facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient les catcheurs sur le ring et qui se disent on peut tous faire ça. Moi, c'était pas mon cas. Et je l'ai toujours pris au sérieux et j'ai toujours fait les choses petit à petit, mais je les ai fait. Et voilà. Et donc aujourd'hui, alors je n'ai pas la prétention de me dire catcheuse professionnelle parce que j'allais te demander. Oui, parce que c'est... Après, il y a peut-être une règle, entre guillemets, un truc à la con. Elle deviendra. Hein. Ouais, en fait, la règle, c'est de dire quand on est sur un ring, techniquement, on est censé être pro, parce que c'est pas n'importe qui devrait monter sur un ring, évidemment. Mais moi, de mon côté, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Enfin, j'ai envie d'apprendre encore aussi, parce que je me satisfais pas de ce que je fais aujourd'hui, et encore heureux. Donc voilà, moi, j'ai pas la prétention de dire professionnelle. Maintenant, oui, je suis catcheuse. Voilà. Après, c'est un petit gabarit. On fait de la radio filmée maintenant, c'est la mode. Oui. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne voient pas, c'est un petit gabarit. Et le catch, c'est un sport démocratique et populaire. Un peu comme le rugby ou le foot, où tous les gabarits... Alors, au rugby, c'est encore plus simple parce que chaque gabarit a sa place. Hein. Oui. T'es grand, t'es il faut de tous les gabarits dans une équipe de rugby. Dans une équipe de foot, c'est pas parce que t'es tout petit, regarde Messi, que tu... Et puis, il faut des grands. Enfin, bon, tout le monde peut jouer. Et au catch, tu peux être petit, grand, gros, gras, athlète. Il n'y a pas de règle. Tu peux devenir une superstar. Oh, ouais. Et personne ne va se moquer de ton physique. Donc. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de « Ah, t'as vu, il est gros ». S'il est gros, il va t'en mettre une. Ah oui, justement. Non, mais c'est hyper important. Et c'est pour ça que les gens s'identifient aussi à ça. Et c'est aussi pour ça que souvent, ça peut, non pas, enfin, je dirais pas jusqu'à sauver des vies, mais oui. Ça peut donner en effet envie. Ça peut permettre à des gamines, à des gamins qui ne se sentent pas bien de s'identifier. Et c'est pas pour rien que les superstars du catch, à commencer par John Cena ou d'autres, ont le record du nombre de vues et de souhaits réalisés par exemple, pour Make-A-Wish. Ouais. Des gamins qui malheureusement ou des gamines qui sont mal dans leur peau ou certains qui sont condamnés, qui ont des cancers. Voilà, je cherche pas à faire pleurer, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que voilà, il y a ça aussi. C'est-à-dire que nous, on a un vrai devoir, même nous commentateurs. Tu le sais bien, toi qui fais de la radio, tes paroles sont hyper importantes. Elles peuvent donner de l'espoir. Et c'est pour ça que c'est bien que Emelle, elle ait pris ce ton-là. Non, mais c'est vrai. Ça donne envie. Voilà, une gamine, elle peut devenir superstar. Et même si elle est un peu grasse. Si elle veut rester grasse, c'est pas un problème. Et puis si elle veut perdre, en effet, elle pourra le faire. Voilà, on va l'accepter comme elle est. Et justement, c'est
quoi comment ça se passe en tant que femme dans ce monde-là? J'imagine aussi que c'est une question. Bah non, justement. Alors à la WWE, il y a eu ce qu'on appelle une révolution féminine où on a donné plus de place aux femmes, on a donné plus de temps de match, on a donné des combats égaux avec avant ils faisaient pas de combats avec des chaises, maintenant ils en font, des combats dans des cages, on fait exactement les mêmes choses que les hommes. Il y a des combats mixtes aussi, non? Ah oui, alors ça. Mais ouais, c'est vrai qu'à la WWE, ils donnent quand même une place hyper importante aux femmes. Ils nous mettent aussi en sécurité, c'est un safe space. Quand il y a toujours des gens pour... s'il y a quelque chose, on peut aller leur en parler. Ils prennent vraiment soin des femmes dans cette entreprise. Après, en indépendant, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus compliqué d'être une femme, de s'intégrer dans des vestiaires, parce que généralement, on ne connaît pas tout le monde. Il y a un seul match féminin par show, ou généralement, ou sinon, il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a pas du tout. Donc, se faire sa place dans le circuit indépendant, c'est pas mince à faire en tant que femme. Et pour revenir sur ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est vrai que le public a une part de décision importante pour la WWE. C'est vrai qu'à l'époque, la WWE mettait peu de matchs féminins sur les cartes, parfois avait des matchs un peu stéréotypés à ce niveau-là aussi. Et en fait, il y a eu un jour où je crois que c'était les Bella Twins contre Emma et Paige qui se sont affrontées et on leur a coupé leur match. Au début, elles avaient, je crois, 2 minutes de match et puis on leur a dit en fait, vous avez 30 secondes. Et en fait, elles ont fait un match en 30 secondes et les fans se sont révoltés sur Twitter et ils ont fait un hashtag Give Divas a Chance, parce qu'à l'époque, les catcheuses de la WWE s'appelaient les divas, pour réclamer en fait plus de temps d'antenne pour les femmes, parce que justement, raconter une histoire en 30 secondes, c'est compliqué. Et puis même montrer ce qu'on sait faire sur un ring en 30 secondes, c'est compliqué. Et à partir de là, à partir de ce mouvement sur les réseaux sociaux, il y a eu la révolution féminine, il y a eu plus de catcheuses signées. Aujourd'hui, on peut regarder un show de catch de la WWE et il y a 4 matchs féminins. Moi qui ai commencé en cherchant les matchs féminins à la télé, ça me fait bizarre de regarder un show aujourd'hui et de me dire « Ah ouais, il y a tout ça !» Et oui, donc c'est vrai que ça a évolué avec son temps, mais c'est surtout grâce au public, oui. C'est surtout grâce au public. Les matchs féminins, nous, en tant que commentateurs, Christophe et moi, aujourd'hui, j'ai presque parfois même plus de plaisir à commenter les matchs féminins. La qualité technique, elle est exceptionnelle. Tu as parfaitement résumé. Avant, c'était les divas. Rien que le nom. Oui. On les prenait surtout pour les physiques. Voilà, elles étaient mignonnes, elles étaient magnifiques. Mais des fois, techniquement, c'était catastrophique. Aujourd'hui, il y a des matchs systématiques, il y a des ceintures qui ont été rajoutées, ceintures par équipe, une championne par show, Raw, SmackDown, enfin, vraiment ça se développe. Et puis surtout, maintenant, elles ont même fait le main event de WrestleMania. Alors WrestleMania, c'est quoi? C'est le Super Bowl du catch, c'est la Coupe du Monde du catch, une fois par an. Merci pour la trad. Et faire le main event de WrestleMania, de la plus grande scène du monde, comme on dit dans le catch, c'est l'apothéose. Ouais. Et là, c'est Charlotte Flair et Becky Lynch, je crois. Charlotte Flair, Becky Lynch, Ronda Rousey. Ouais, c'est ça. Ça rappelle. Un match triple menace. C'était pour voir, c'était pour tester. Ouais. Et match triple menace. Et le match était extraordinaire. Franchement, aussi bien au niveau de l'histoire, parce qu'il faut que les deux, faut que l'histoire soit intéressante. Et il faut que techniquement aussi, ce soit bien. Franchement, c'était un match exceptionnel. Main event, ça veut dire le dernier match, le match principal. Le match de la soirée. Ouais, okay. Et puis il y a eu 2 ans après, du coup, en 2021, il y avait eu Bianca Belair contre Sasha Banks. Et c'était les premières... Alors c'était un main event de 2 femmes, et c'était surtout 2 femmes noires, 2 femmes afro-américaines qui se sont affrontées. Donc c'était un moment exceptionnel pour beaucoup de gens, du coup, et beaucoup de communautés. Et moi, c'est un de mes matchs de catch préférés que j'ai vu, parce que le niveau d'athléticité de ces 2 catcheuses, il est exceptionnel. C'est vrai que c'est un niveau assez élevé et du coup pour moi, en tout cas moi, ça c'est mon match préféré, un de mes matchs préférés que j'ai vu de catch. Alors il y a aussi un truc qui est sympa que, alors pourtant c'est pas comme si j'étais sur Twitch en ce moment même, mais il y a le monde d'internet participe aussi à faire connaître le catch en France. Et on peut remercier certains streamers. Alors il y en a certainement d'autres, pas si n'oubliez personne, mais Rivenzi qui a commenté du catch, Ponce. Il y a eu un match de catch au Z-Event en 2023, donc l'événement caritatif organisé par Zerator, avec des stars du catch français.
si j'ai bien tout compris. Il faut juste que je retrouve leur nom. Il y avait l'Aigle Blanc, c'est ça, et Kouro qui étaient là. C'est hyper important. Elle connaît bien, ML, c'est ses potes. Voilà. Et moi, c'est mon coach, du coup. Ah ouais, c'est ton coach. Voilà. Ah magnifique. Je savais pas. Voilà. On vous a mis la vidéo dans le chat si vous voulez aller revoir le replay. C'est hyper important qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent sur Internet, parce que tu parlais tout à l'heure de la génération NT1. Mine de rien, ça commence à dater. Il faut qu'il y ait des... Alors, il y a de la transmission, ça j'ai bien compris, dans les familles. Ça amène un nouveau public. Moi j'ai trouvé ça exceptionnel qu'il y ait des trucs comme ça qui arrivent, qu'aussi le monde d'Internet amène toujours un nouveau public vers le catch. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Les influenceurs, ils nous aident aussi, à mettre en avant la discipline et à la populariser. Parce que c'est vrai qu'on souffre aussi du fait que déjà qu'il y ait le MMA à côté qui monte en flèche, le fait que nous ce soit scénarisé, on est un peu plus dénigré, etc. Et c'est forcément de voir des streamers qui regardent tout le temps mettre en avant le catch, ça aide aussi à donner de la visibilité. Il y avait Amine Mathieu qui était là aussi à Lyon. À Lyon, il était backstage aussi. Il y avait JL Tommy. Ils sont tous fans en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est des rêves de gosse pour eux. On nous demande sans arrêt de faire des collabs avec eux. En fait. Ah ouais. Moi, j'ai 56 balais. Alors, mes enfants, ils ont 14 et 20 ans. La dernière fois, quand je dis « Ah, je vais faire un truc avec Joyka ». « Quoi ? Mon daron dans le Nord !» Ah, quoi, est-ce que tu les connais ? Ok. Je vais faire un truc avec Yvick. Mister V. Ah, Mister V, mon père avec... En plus, il y avait Tony Parker. J'étais redevenu un dieu pour mes gosses. Et tous, en fait, ils nous disent quand on était petits, encore une fois, on se reprend un coup. Mais en fait, ils s'inspirent de nous. Alors, c'est pas à moi de le dire, ça fait prétentieux, mais voilà. Enfin, vous avez inspiré toute une génération. Même clairement. dans la façon aussi, eux, de commenter les jeux vidéo, tout ça, c'est vrai qu'ils s'inspirent beaucoup. On crie beaucoup. Et c'est génial, franchement, si on a réussi ça, c'est top, quoi. Surtout que on fait des choses qui sont divertissantes, quoi. Il y a des messages politiques, évidemment. Chez nous, il y a la diversité depuis toujours. La MBE pourrait des leçons à beaucoup de gens, en fait. Le premier catcheur gay a été, dans les vestiaires moi, j'ai toujours fait du sport depuis toute ma vie. Je sais très bien que les gays dans les vestiaires, ils étaient moqués, quoi, surtout à ma génération. À la WE, le personnage a été développé et ça a été avoué. Alors, je dis pas que c'était toujours comme ça. Et ML peut le dire. Il y a une époque où c'était même dans le catch et même surtout dans les fédérations indépendantes. Mais à la WE, ça pose zéro problème. Et puis tous ceux pour qui ça posait problème, ils ont été virés. Il y a une remarque dans le chat tout à l'heure qui disait c'est dommage que en parlant de justement la manière dont la WWE arrive à évoluer avec la société et à porter des messages comme ça, c'est dommage que cette mentalité soit pas arrivée en France. C'est vrai que je reprends ce que tu disais, ça c'est presque c'est pédagogique presque en fait. C'est bête Écoute, mais j'ai reçu un message pas plus tard qu'hier sur LinkedIn d'un réalisateur, je vais pas dire son nom tout ça, qui aimerait faire quelque chose. Son message, j'ai dit mais c'est exactement ça. Je lui ai répondu direct. Il doit avoir mon âge, il a des enfants. Il me dit moi à chaque fois mon fils il m'embêtait. Fallait qu'on aille en vacances parce qu'il voulait aller. Donc on le faisait pour lui et j'espérais secrètement qu'il se lasse avec l'âge. Et là il est allé à Lyon. Il a pris une claque et il se dit en fait j'ai halluciné, j'avais tort. J'ai découvert un public bienveillant. Dans le tram qui nous emmenait à la LDLC Arena, mon fils a discuté avec un gars de 30 ans qui est manager dans une entreprise. Ils ont discuté de choses intéressantes, tout ça. Il n'aurait jamais discuté avec ce gars-là s'ils n'avaient pas cette passion en commun. Donc il n'y a pas de problème de lutte des classes. Donc tout le monde parle avec tout le monde. Et il dit surtout, dans le tram, tout le monde chantait. C'est pas comme si on va voir un match de foot où en fait on attend le fan de l'équipe d'en face pour se foutre sur la tronche. Il me dit tout le monde est là, tout le monde est content, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais d'échauffourée. Pourtant c'est censé être. C'est quand même. Les gens se tapent dessus. C'est hyper violent entre guillemets. Je veux dire, se prendre une chaise sur le dos, c'est pas hyper. Aux États-Unis, j'ai vu des mamans déposer leurs gamins dans un van
3-4 gamins qui allaient au show de catch et venir les récupérer après. Vous ne faites pas ça dans n'importe quelle ville, que ce soit PSG, l'OM, enfin, je veux dire, surtout pas. Enfin, je veux dire, et pourtant, moi, j'adore le foot, je suis un fan de foot. Mais voilà, et puis juste pour finir, c'est un sport qui développe qui lance des messages aussi parfois, qui est précurseur. Et c'est bien, parce que des fois, l'éducation manque. On en parlait tout à l'heure, là, juste avant nous. Quand il n'y a pas l'éducation à la maison et quand l'éducation n'est pas non plus là, à l'école en tout cas, on la retrouve où l'éducation ? Parfois dans les émissions de télé, malheureusement, ou les réseaux aujourd'hui. Et quand je vois les streamers que tu as évoqués tout à l'heure, c'est que des mecs bien. Rivenzi, il est top, Amine Mathieu est top, Joyka, tout ça. C'est des gars qui ont une tête... qui ont un cerveau et puis qui s'expriment bien et puis surtout qui dégagent des bonnes valeurs. Ça fait plaisir parce qu'on dit la jeunesse. Non, là, moi j'ai espoir en la jeunesse. Bon, il y en a certains qui méritent des baffes, mais il y en a d'autres, ça va. Et ceux qui méritent des baffes, qui viennent faire du catch. La question qui fâche, le MMA et le catch, c'est pas pareil ? Ça fâche pas. Non, je c'est pas pour me moquer de la personne dans le chat de Kali qui a mis ça. Ça prouve qu'il est très mal informé, la personne qui a posé la question. C'est une personne qui a dit qu'elle ne connaissait pas spécialement le catch. Alors on va lui expliquer que récemment, les deux plus grosses entreprises de catch et de MMA sont associées, donc WWE et l'UFC, pour créer une structure qui s'appelle TKO, et qui est donc co-dirigée par Dana White, Dwayne Johnson, en personne, plus d'autres personnes qui font partie du board des deux. Donc ça prouve qu'en effet, c'est l'évolution, parce que souvent, tu sais, les gamins à 12-13 ans, oh non, on ne veut plus regarder le catch, on préfère regarder le MMA parce qu'ils se tapent pour de vrai, il y a du sang, tout ça. Donc en fait, c'est intelligent, c'est une évolution. Et puis après, les gamins, c'est comme pour les parents. Quand t'es petit, ton père, c'est le dieu. À 14 ans, c'est vraiment un imbécile. Et puis à 21 ans, il est plutôt sympa. Puis à 40 ans, quand ils ont 40 ans et que le papa il est plus là, mon père, c'était un héros et il avait raison. Donc on est sur cette même ligne. Et en effet, ils vont faire un tour à l'UFC. Puis des fois, ils se disent c'était marrant le catch avec nos potes. On se marrait bien. Après, le catch, c'est un mélange de plein de sports de combat différents. Dans le MMA, il y a des soumissions et que le grappling, jiu-jitsu, tout ça, on utilise aussi ces techniques dans le catch. C'est juste que l'objectif n'est pas le même. On ne veut pas terminer notre adversaire, on veut terminer le match et que, voilà, comme je disais tout à l'heure, transmettre des émotions et faire passer un message. Donc, c'est pas si différent que ça dans ce sens-là. Et même au MMA, au final, il y a beaucoup de storytelling aussi, les conférences de presse, ça vend toujours plus quand il y a un rematch, etc. Donc, c'est ça. Il faut Conor McGregor, il fait du catch. C'est ça, il fait des promos. Le trash talk, c'est dans sa gimmick, tout ça, tout ce qui fait vendre, ça reste, c'est du catch. Oui, parce qu'en fait, comme on a pas mal parlé du MMA récemment, puisque y a des grands noms qui commencent à avancer, il y a une actu MMA, on commence à suivre le MMA en France, l'UFC, etc. Et donc on se dit, le catch a été remplacé par le MMA, maintenant le catch c'est fini et aujourd'hui c'est le MMA. Ce que tu viens de raconter prouve exactement l'inverse. Et puis surtout, c'est deux choses complémentaires. Les deux sont en train de monter vraiment. Tu serais étonné de savoir qu'il y a beaucoup de combattants, enfin moi je parle des Français parce que c'est ceux qu'on croise, qui sont fans de catch. Et dont certains d'ailleurs reprennent les entrées parce que c'est hyper important. Mais voilà, Lazy King qui rentre avec la musique de John Cena, Ares, des choses comme ça. Le MMA il a été légalisé. Ensuite on a eu Cyril Gagne, premier français signé, puis tout le reste. UFC Paris, tout ça, en fait, toutes des petites choses qui font avancer les trucs. Et même le public a été extraordinaire aussi pendant leur passage à Paris. Et ça a marqué aussi les esprits. Donc, moi, je vois plein de similitudes avec le MMA. Il n'y a pas de concurrence, c'est complémentaire. Ah oui, il y a des anciens catcheurs qui ont fait aussi, qui était championne de MMA, du coup, elle a basculé vers le catch. Brock Lesnar, qui était catcheur, il a basculé vers le MMA. Pareil pour Batista. Enfin, il y a plein de catcheurs qui ont fait du MMA. s'est fait défoncer. Oui, des fois, c'est pas super bien. Je le dis parce qu'elle est fan de CM Punk et il s'est fait démonter en quelques secondes. Mais il a eu le courage d'y aller ça fait partie de 40 ans. Il y a aussi des champions olympiques de lutte gréco-romaine, parce que c'est universitaire là-bas. Donc c'est un vivier aussi, puisque c'est la base.
base. Hein. Oui, la base, c'est la lutte, là, historiquement. Voilà, donc il y a des champions olympiques, des champions du monde qui se reconvertissent, qui sont très célèbres aux États-Unis, qui deviennent du coup célèbres. C'est un peu comme le patinage artistique, tu sais, avec quand tu es champion olympique et que tu balances et que tu te retrouves à ça faire les filles, ça. Non, mais elle essaie de comprendre le lien avec le patinage. La lutte gréco-romaine ou la lutte libre, ou la lutte universitaire, après, l'accomplissement, c'est de devenir catcheur professionnel et dans une fédération comme la WWE. Et ben, le patinage, quand tu sais que c'est que des amateurs qui sont champions olympiques, du coup, quand ils sont champions olympiques, après, qu'est-ce qu'ils rêvent de faire? Holiday on Ice. Mais non, mais c'est vrai. Et donc, parce que là, ils peuvent vraiment gagner leur vie et ils ont une reconnaissance mondiale. Eh bien, écoutez, il est 20h01. Je vais vous remercier énormément d'être venu nous parler de tout ça. C'était hyper intéressant. Moi, c'était hyper intéressant de me plonger là-dedans avant de vous recevoir. C'était hyper intéressant de vous avoir et d'avoir vos réflexions. On peut savoir si tu es vraiment fan de catch. Alors, je ne suis pas fan de catch. Mais est-ce que quand même tu en as regardé un petit peu une fois dans ta vie? Bien sûr. Alors, et qui t'a retenu? Qui j'ai retenu? Alors moi, avant de commencer j'ai grandi avec un de mes frères et sœurs qui était fan de Rey Mysterio. On l'a vu en plus. Il était là. Et j'étais étonnamment surprise de découvrir parce que du coup j'ai tapé son nom sur Google, découvrir que il était toujours en activité. Alors que je vous dis ça, c'était il y a 15 ans, quoi. Bien sûr. Donc c'est la magie du catch. C'est la magie du catch. Il est extraordinaire et je vais faire rager ton frère. C'est Christophe et moi, on était dans le vestiaire avec lui en fait. On partageait le même vestiaire. Ce sera répété en plus. Voilà. Il est très gentil en plus. C'est un monsieur exceptionnel. Faire ce qu'il fait encore à son âge, franchement, respect. Surtout qu'il a commencé très jeune. C'est une légende pour nous tous. Écoutez, je transmettrai à ton frère. À mon frère, effectivement, et je pense qu'il y aura beaucoup de jalousie. Mais on va s'arrêter là pour le stream d'aujourd'hui. Merci encore d'être venu. Beaucoup. Si je peux ajouter juste une chose, si jamais il y a des gens qui veulent découvrir le catch, s'initier, faire un essai ou quoi que ce soit, moi j'ai une école à Frameries en Belgique qui est à 2 heures de Paris. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent de partout en France, j'ai des élèves qui viennent d'Allemagne, etc. Et on organise des séminaires, des petits summer bootcamp cet été par exemple, où là, on leur apprend tout ce qu'on faisait au PC à la WWE. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent devenir catcheurs, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Et tu es aussi sur Twitch? Twitch aussi, j'ai vu ça. ML French Hope, merci beaucoup, c'est gentil, n'hésitez pas à aller me suivre. Merci beaucoup. Donc je vous représente ML, donc tu es catcheuse professionnelle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venue nous parler. Un grand plaisir. De toi, cette grande athlète dans le petit studio Twitch de France Info. Merci beaucoup. Effectivement, Sabrine Bazomène, merci beaucoup. Donc future catcheuse pro. Ouais, j'ai mon premier match en France du coup la semaine prochaine, vendredi 24 au gymnaste Évariste Gallois à Nanterre dans le show APC Evolution. Donc voilà, s'il y en a certains qui veulent venir. J'imagine qu'ils retrouveront ça aussi sur tes réseaux. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mon Instagram, c'est ChahiraPW, donc CHAHIRAPW. Super. Et à vos côtés, Philippe Chéreau. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Vous pouvez nous retrouver avec Christophe Ajus sur les chaînes du groupe Media One toutes les semaines, sans discontinuité, même pendant les vacances et les jours fériés. Le mercredi soir à 20h55 en prime time pour WWE WoW et le samedi soir à 20h55 prime time pour SmackDown. Super, merci beaucoup tous les trois d'être venus. Merci beaucoup le chat. Alors il y a des très gros fan clubs là. Il y a des fans de catch. C'est Chéreau est trop beau. Voilà, c'est le dernier message. Est-ce que vous voulez qu'on finisse comme un show de catch ou comme une émission de télé? Oui, let's go. On y va les filles? Dans le chat, vous êtes chaud ou pas? Mettez des messages. On fait la fin. On fait la fin. Attention, merci en tout cas pour ton invitation. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui étaient sur YouTube de nous avoir suivis. La suite au prochain numéro.